Le MAG des chrétiens en action dans le Lot-et-Garonne. Le MAG des chrétiens en action sur Espoir FM, c'est maintenant. Des engagements solidaires, humains et citoyens. Infos et témoignages. Bonjour et bienvenue sur Espoir FM, c'est donc l'émission Chrétien en Action qui commence et au sommaire de cette émission, nous écouterons la trésorière et le président de l'entraide protestante de Tonneins. Tout de suite, Jean-Siane Breuil vous propose d'écouter sa rencontre avec des bénévoles et des personnes aidées par l'association Bienvenue, cette association qui accueille des familles réfugiées d'Irak ou de Syrie. Depuis 2014, des dizaines de milliers de chrétiens et autres minorités d'Irak ou de Syrie ont dû fuir leur maison et leur ville pour échapper aux conversions forcées, enlèvements et autres exactions de l'État islamique au Levant, Daesh. Les États voisins n'ont pas les moyens d'accueillir à eux seuls cet exode massif, alors la France, comme d'autres pays d'Europe, délivre des visas et cherche des personnes physiques ou morales susceptibles d'aider à héberger et accompagner des familles réfugiées en collaboration avec les œuvres catholiques impliquées au Proche-Orient, la Conférence des évêques de France et la Fédération de l'entraide protestante. L'association Bienvenue est une association loi 1901 initiée par des chrétiens, membres des églises catholiques et protestantes de l'Agenais et les associations suivantes que sont la CAT, le CCFD, la Pastorale des migrants, la Solidarité chrétienne et l'entraide protestante d'Agen. Écoutons donc maintenant cet entretien mené par Jean-Siane Breuil pour Espoir FM. Des engagements solidaires, humains et citoyens. Infos et témoignages. Aujourd'hui, je suis dans une très belle boutique à Agen. C'est la boutique des frères Chicot, qui sont d'origine kurde, syrienne kurde. Et je suis en compagnie de Viviane, qui est trésorière de l'association Bienvenue. Nous voulons vous parler de cette association, de comment elle a été créée et pourquoi, surtout pourquoi. Et puis en quoi elle a pu aider les frères Chicot dans leur projet. Viviane, est-ce que vous avez une idée de quand date cette association, à peu près, au moins, qu'on ait une fourchette ? On va dire à peu près au niveau des années 2012-2015, donc ça fait un peu plus de 10 ans à l'heure actuelle. Et qu'est-ce qui a motivé la création de cet asso ? Les guerres qu'il y avait à ce moment-là, et puis tout s'est enclenché au moment des mollahs, du développement des mollahs et de ce que ça a impliqué pour toutes ces populations qui ont fui leur pays. Il y a eu beaucoup d'émigration de la Syrie, oui. Et vous vous êtes engagé pour les Syriens qui arrivaient. Voilà. Apparemment, je crois que l'association Bienvenue s'est occupée essentiellement au début de Syriens qui ont obtenu des droits d'asile. C'est bien ça ? Tout à fait. Et quels étaient vos objectifs pour ces Syriens ? C'était déjà de leur permettre de maîtriser la langue, de s'intégrer dans le pays et puis de devenir totalement autonome, exactement comme tout le monde. Mais d'abord, un hébergement. Vous vous êtes centré sur des familles, des Syriens avec enfants ? Oui, bien sûr. Bien sûr, il nous semblait plus nécessaire, je ne sais pas si c'est le mot, mais plus important d'aider ceux avec des enfants que les éléments qui étaient soit en couple simplement ou individuels. D'accord. C'est plus facile pour eux. Avec des enfants. Donc, l'objectif, ça a été de louer des appartements. Alors, vous n'étiez pas encore dans l'asso à ce moment-là, mais vous avez su comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé pour, meubler, intégrer, adapter ces logements ? Et on a fait beaucoup avec des dons, que ce soit des dons financiers ou de meubles, etc. On a aidé les familles jusqu'à ce qu'elles trouvent une forme d'autonomie financière pour pouvoir s'acheter elles-mêmes ce qu'il fallait dans les appartements. Et après, on a fait des bails glissants, puisqu'au départ, les bails étaient au nom de Bienvenue. Et puis, quand les familles sont devenues autonomes, on a fait des bails glissants qui ont fait que les foyers ont pu rester dans les lieux et se prendre à leur nom et se prendre en charge totalement. Est-ce que vous avez une idée de combien de temps il faut ou c'est très variable en fonction des familles, pour qu'une famille qui arrive, qui est hébergée dans les locaux que vous mettez à sa disposition,
devienne autonome et prenne le bail à son nom? Alors, vous avez une idée du temps? Ça va être, c'est pas sympa ce que je vais dire, mais c'est la vérité. Ça va dépendre du niveau qu'ils avaient dans le pays d'origine. Il y a des gens qui sont arrivés qui avaient des diplômes d'ingénieurs, il y a des gens qui sont arrivés qui étaient maçons, qui savaient ni lire ni écrire, et c'est pas la même façon de s'intégrer, ni d'apprendre la langue française, ni... D'accord. Donc, les objectifs, c'est d'accompagner des migrants qui ont le droit d'asile en les hébergeant et en l'accompagnant au niveau administratif jusqu'à ce qu'ils soient indépendants. Est-ce que vous pourriez détailler un peu plus? Donc, actuellement, en 2024, oui, on peut le dire, on vient d'avoir l'Assemblée générale en 2024 et vous avez hébergé 5 familles. Essentiellement, oui. Et dites-moi, quelle sorte d'aide vous leur avez apporté? Alors, pour certains, on prend en charge le loyer parce que pour l'instant, ils ne travaillent pas, donc il faut bien qu'ils puissent être hébergés dans de bonnes conditions. Pour d'autres, c'est de l'aide au travail scolaire, et puis pour tous, beaucoup au niveau des papiers administratifs ou l'apprentissage du français. Les papiers administratifs, l'apprentissage du français, l'aide scolaire, l'accompagnement médical, vous me disiez? Oui, oui, on accompagne sur les lieux pour certains cas particuliers. Selon les besoins. Voilà, selon les besoins. D'accord. Et l'assistance, l'apprentissage du français et les aides administratives parce qu'il y a beaucoup de papiers. La CAF, quand la personne ne s'exprime pas très bien dans la langue française, des fois il y a des dossiers qui n'avancent pas parce qu'il y a des papiers qui n'ont pas été remplis comme il faut. Donc chaque fois qu'on peut, on les accompagne sur les lieux. Thérèse a été très active là-dessus. Alors Thérèse, c'est Thérèse Noël qui était la première présidente tout au début qui a créé, donc elle n'est pas des nôtres aujourd'hui, mais elle est toujours très impliquée dans cette association. Voilà, et alors là, cette boutique, le lien avec cette boutique, comment s'est fait le lien entre ses frères Chico et l'association Bienvenue? Dites-moi, vous, comment vous les avez connus? Moi, je les ai connus, c'est pas moi qui m'a suivi, qui a été le plus active avec eux, c'était Catherine et Claire. Mais vous me disiez, vous les avez connus, comment l'association les a connus? Alors, l'association les a connus au moment du tremblement de terre et avec le Covid, puisque on a parlé d'eux dans les journaux à cause de tous les masques. Alors, je me tourne vers c'est Mohamed. Oui. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé là au niveau du Covid? Vous avez fait quoi? Pendant le Covid, on a pu, avec tout membre de ma famille, on a pu fabriquer des masques pour les habitants de notre ville, à la Vardac, et pour les pharmacies et les mairies et d'autres associations. Parce que vous êtes couturier de profession, à plusieurs dans votre famille. Et vous avez fait combien de masques? Oui, on est couturier. Il y a mon frère et moi et ma mère. Et on a fait presque plus de 10 000 masques. Vous étiez à la mairie de la Vardac à ce moment-là. C'est la mairie de la Vardac, en fait, qui vous avait accueilli, logé, etc. Et vous avez déjà démarré une entreprise de couture à la Vardac. Oui, la mairie de la Vardac a nous accueillis. On était salariés. On était salariés dans une entreprise française, mais mon grand frère avait les matériels pour ouvrir son propre entreprise. Et avec ces matériels, on a pu fabriquer tous ces masques. D'accord, vous étiez pas encore à votre compte, mais dans votre compétence, vous l'avez mise au service de ce besoin. Et ça, c'était donc en 2020-2021. Oui. Et le tremblement de terre dont a parlé Viviane était en quelle année? Était en février 2023. En Syrie? Oui, en Syrie. Et surtout qui a touché notre ville de naissance. C'est 80% de notre ville de naissance était détruite. Et à ce moment-là, l'association Bienvenue a nous aidé. Était un grand soutien au niveau des dons. Il a récolté des dons. Et avec ces dons, on a pu aider ces gens qui étaient déjà en guerre. Voilà, on a aidé tous les victimes, pas tout, une partie. Oui, ce qu'on a pu avec en général, quand on aide ce qu'on peut. On n'aide pas, on peut pas aider tous. Mais comment vous avez recueilli des dons? Vous savez, vous y étiez pas encore dans l'assaut, mais vous savez comment les dons. Je suis occupée, mais on envoie à nos
à vos adhérents, etc. Et donc c'est comme ça, ça fait boule de neige, hein, c'est comme ça que ça a marché. D'accord. Vous savez combien de dons ont été recueillis à cette occasion? À peu près 1500 non, 2000, tu dis 2200. 2200 euros. Bien, et donc, Bienvenue, c'est pas Bienvenue qui a collaboré à la création de cette boutique où on est, mais Bienvenue a entendu parler de vous parce que vous êtes passé dans les journaux grâce au masque, et puis a récolté des fonds suite au tremblement de terre pour votre village de naissance. Et ensuite, il y a eu d'autres aides parce qu'apparemment vous êtes encore aidé actuellement par Bienvenue. Qu'est-ce qu'il y a eu comme autre aide? Oui, ils nous aident aussi pour développer notre niveau en français, une remise à niveau pour développer notre activité. Voilà, et ça fait combien de temps que vous êtes accompagné pour la remise à niveau français? Presque 2 ans. Voilà, et je vois que vous parlez bien là, vous êtes à l'aise en français. Très bien, votre frère aussi? Un peu moins apparemment, un peu moins, mais tous les deux progressent. Après, oui, bien sûr, nous apprenons des Français depuis nous entrée en France. Toujours nous améliorer plus pour apprendre plus toujours. Voilà, là c'est Mustapha qui parle. Donc il progresse aussi. Bon, et tout ça c'est grâce à Bienvenue. Autrement, vous, grâce à votre travail, vous êtes complètement autonome. Vous n'avez pas besoin de Bienvenue pour d'autres aides administratives, financières. Administratives peut-être? Même pas. Même pas, mais parfois s'il y a besoin, ils nous conseillent. S'il y a des conseils, ils nous conseillent aussi. S'il y a besoin de conseils, ils vous conseillent. Donc, ils sont un peu comme des parrains, marraines, qui accompagnent des tuteurs. Voilà, mais vous êtes autonome. Est-ce que vous connaissez d'autres familles, les autres familles qui ont été aidées par Bienvenue? Oui, on connaît beaucoup de personnes qui ont été aidées par l'association Bienvenue et elles sont très contents avec eux. Ça se passe très bien. Et vous les avez connus à l'association ou par ailleurs? Une partie via l'association et une partie qu'on le connaît à Agen. Parce que peut-être ceux qui viennent de Syrie se rencontrent. Vous avez une petite communauté venant de Syrie et donc là, vous rencontrez. Vous mangez des bonnes pâtisseries syriennes? Oui. Voilà, donc c'était cette émission pour mettre en valeur ce que l'association Bienvenue a voulu créer, mettre en place et qui continue à être effectif. Donc, en ce moment, sur les 5 familles reçues en 2024, vous m'avez dit, Viviane, 4 sont autonomes financièrement. Donc, les bails de location ont glissé à leur nom, ne sont plus au nom de Bienvenue, mais sont à leur nom. Quand ils deviennent autonomes financièrement, vous les lâchez? Pas complètement. Ça dépend de leurs besoins. Il y en a qu'on peut aider encore en français, mais moi, personnellement, j'aide sur le soutien scolaire. Parce que, autrefois, je travaillais à Sainte-Foy. D'accord. Donc, voilà, j'étais CPE à Sainte-Foy. Donc, le contact avec les enfants, ça me manque, ça. C'est votre vie. C'est ma vie, voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, l'aide aux devoirs de tous les niveaux, même collégiens, lycéens? Collégiens, non, lycéens, j'ai plus 20 ans. Hein, alors, il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées. Voilà, donc je pense que des enfants vous sont reconnaissants. Je veux remercier tous les bénévoles pour leur soutien et leur générosité. Leur aide change des vies. Change des vies? Oui. Ah, c'est un très beau témoignage que vient de donner Mohamed. Merci beaucoup. Bien, écoutez, là, j'étais donc en dialogue avec Viviane Sénégas, qui est trésorière à l'association Bienvenue, qui a bien voulu m'expliquer un petit peu, et pour nos auditeurs, comment cette association est active. Écoutez, je vous remercie beaucoup et je vais continuer à admirer ces belles robes de mariée dans la boutique des frères Chicot. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir et merci. Avant de terminer cette première partie de Chrétiens en action, savez-vous qu'avec les bénévoles de l'association Bienvenue, vous pouvez agir concrètement, faire un don? Adhérer, c'est possible. L'adhésion s'élève à 5 € et il est possible de faire un don supplémentaire à cette cotisation avec déduction fiscale ou de faire un don régulier chaque mois par virement bancaire sur le compte de l'association que l'on peut interrompre à tout moment ainsi qu'en modifiant le montant. Pour en savoir plus sur l'association Bienvenue, vous pouvez prendre contact par mail à l'adresse asso
bienvenue@laposte.net ou aussi par les réseaux sociaux comme Facebook ou encore sur le site internet jeveuxaider.gouv.fr. Continuons cette émission avec maintenant une nouvelle rencontre de Gentiane Breuil. Cette fois-ci, ce sont la trésorière et le président de l'entraide protestante de Tonneins qui s'expriment au micro d'Espoir FM. Des engagements solidaires, humains et citoyens. Infos et témoignages. Je suis dans le local de l'entraide protestante à Tonneins, en compagnie de Agnès. Bonjour. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes Frédéric, le pasteur de l'église locale, et vous êtes aussi président de l'entraide protestante. Oui. C'est habituel qu'un pasteur est président, c'est pas automatique. Certains de mes prédécesseurs l'ont été, mais c'est pas du tout automatique. Voilà. Et ça n'a rien d'obligatoire. Donc vous êtes le président et Agnès est la trésorière. Tout à fait. C'est bien ça. Voilà, donc il y a bien besoin d'une entraide à Tonneins. Oui, il y a bien besoin d'une entraide à Tonneins. Quand on a repris, on voulait se limiter à 30 familles. Puis on a vu rapidement qu'on a augmenté à 40. Puis maintenant, on est à 50 presque. Oui, il y a bien besoin. Presque 50 familles. Oui. Ça fait combien de personnes aidées? Ça fait environ 150 150 personnes aidées. Oui, aidées. tout à fait. Et des familles avec pas mal d'enfants, des familles nombreuses. Alors c'est variable, mais il y a des familles avec beaucoup d'enfants. L'entraide se limite à 5 personnes au niveau de la constitution des colis, mais concrètement, on a des familles avec 8 enfants. Ils ont le même colis qu'une famille à 5. Oui, alors après, on leur a posé la question, parce qu'on avait essayé d'augmenter les colis jusqu'à 8-10 personnes, mais concrètement, on avait des soucis d'approvisionnement. Parce que si on propose des tarifs jusqu'à 10 personnes, ça veut dire qu'il faut pouvoir fournir après, derrière. Tout à fait. Alors, votre approvisionnement, c'est essentiellement la banque alimentaire. Comment ça fonctionne? Oui, uniquement la banque alimentaire. Uniquement. On n'a pas d'autres sources d'approvisionnement, mis à part la boulangerie de Tonneins qui nous fournit gracieusement du pain régulièrement. Et on va dire que globalement, on a pas mal de fruits et légumes parfois qui sont faits gratuitement par la banque alimentaire. On a souvent 400, 500, 600 kilos de fruits et légumes tous les vendredis. Donc on n'a pas que des produits longue conservation ou des produits congelés, on a aussi des produits frais, quoi. Ah, donc c'est une difficulté logistique. C'est bien pour les bénéficiaires d'avoir des produits frais, mais une difficulté de gestion. Quand ça arrive, il faut être sûr que vous écoulez tout. C'est ça. Et alors c'est justement là, oui, c'est la grande difficulté du vendredi matin, en fonction de la livraison, de décider de la composition des colis. Surtout parce que, alors normalement les familles sont censées prévenir si elles ne viennent pas. La majorité qui ne viennent pas ne préviennent pas. Donc effectivement, la gestion du stock, c'est quelque chose que moi je découvre, puisque je n'étais pas du tout dans le commerce avant. Et concrètement, c'est une vraie difficulté. La gestion du stock, c'est ça. Et surtout que vous risquez qu'il y ait des produits frais qui vous restent sur les bras le vendredi soir et qui se perdent. Oui, c'est ça. On y fait très attention, et c'est vrai que quand on a des produits avec des dates limites de consommation arrivant le jour ou les jours suivants, on essaye au maximum de les proposer à nos bénéficiaires. On ne jette jamais, et donc on fait en sorte d'arriver le vendredi soir après nos distributions sans produit, on n'en jette jamais, quoi. Ouais. Pas de date limite qui vous reste sur les bras. Non, quoi. non, exactement. Alors, vous avez parlé de colis, donc vous fonctionnez avec des colis, donc c'est pas vraiment comme une épicerie sociale où les personnes viennent se servir. Non. Là, les personnes ne choisissent pas. Alors après, elles peuvent décider de ne pas prendre tel ou tel produit. Mais concrètement, il y a des incontournables. C'est systématiquement 1 litre de lait par personne, des pâtes ou du riz ou des conserves, voilà, des boissons, du café. Et en fonction du nombre de personnes dans la famille, eh bien, il y a une certaine quantité. Ah, on n'a pas fini de parler de comment ça se passe avec la banque alimentaire.
vous ne savez pas à l'avance qu'est-ce qu'ils vont vous fournir. Alors c'est assez délicat, parce que c'est vrai que la Banque alimentaire, ils sont tributaires de ce qu'ils reçoivent de l'Europe. Ils sont tributaires de leurs 2 collectes nationales faites dans les supermarchés en novembre et en avril. Et ils sont tributaires de ce qu'ils ont en fait. Donc c'est assez difficile, on ne sait jamais à l'avance exactement ce qu'on va avoir comme produit, en particulier les produits frais. En général, quand on a trop de produits, parce que ça peut arriver aussi, trop de conserves de poisson, trop de lait, quand on leur dit, écoutez, allez-y doucement, c'est 15 jours après qu'ils réagissent parce qu'ils ont un temps de réaction, ils préparent les livraisons 8 à 10 jours avant. Ouais. Donc il y a toujours un décalage entre nos desiderata et ce qu'ils nous donnent. Mais on va dire que globalement, à la longue, à force de travailler avec eux, on sait quand même à peu près ce qu'on va avoir, des pâtes, du lait, des conserves de plats cuisinés. Il y a des surgelés aussi. Mais il y a des surgelés, mais on a quand même toujours des surprises. Et le vendredi matin, quand on est livré, on ne s'attendait pas à ça, on a des grosses quantités de tel type de produits. Ça fait partie un peu des aléas de la surprise. Donc vous dites, vous êtes livré le vendredi matin, c'est la Banque alimentaire qui vous livre. Absolument. Donc la Banque alimentaire vous facture un certain prix au kilo et après les frais de livraison. C'est ça, c'est donc 30 centimes du kilo plus 15 € par déplacement. Voilà, donc 15 € par semaine. Vous n'êtes pas obligé d'y aller, c'est un intérêt quand même. Il vous livre. Surtout parce qu'en plus, il faut le véhicule qui va bien. C'est ça. En général, ils sont à 2 ou 3, et puis on essaye d'être suffisamment de bénévoles le vendredi matin. Alors, justement, les bénévoles, vous en êtes tous? Vous êtes à combien de bénévoles et qui se répartissent comment? Alors, il y a une dizaine de bénévoles sur la partie alimentaire et autant sur la partie vestiaire solidaire, parce qu'on a aussi un vestiaire solidaire qui fonctionne. On n'a pas encore parlé, du vestiaire ce vestiaire solidaire qui est ouvert à tout le monde par contre. Autant les colis alimentaires, c'est sur inscription, il faut constituer un dossier, autant le vestiaire solidaire, il est ouvert comme l'entraide les vendredis après-midi, de 14h à 16h. Et il y a donc aussi une équipe d'une dizaine de bénévoles qui se relaient pour faire le tri et puis être là lors de la vente. Et là, pour apporter des vêtements, ça peut être, c'est aussi le vendredi matin ou ça peut être à d'autres moments? Après, on peut aussi, si la personne nous contacte, on peut s'arranger et accueillir les personnes qui ne pourraient pas venir sur les vendredis pour réceptionner les vêtements. Parce qu'effectivement, les vêtements, ce ne sont que des vêtements de récupération, alors en bon état et propre de préférence. Oui, mais votre équipe retrie, je pense. C'est ça, il y a un tri, il y a un ordonnancement en fonction de en fonction des saisons, en fonction des tailles. On donne aussi, alors après le tri, on a donné des vêtements pour adultes à la Fondation John Bost, qui est sur la Force Bergerac. On donne aussi des vêtements pour enfants à une association Ladrar, qui est en lien avec Madagascar, qui soutient des projets sur Madagascar. Voilà. Par l'intermédiaire de M. Binet. Jusqu'à présent, on avait une association qui récupérait tout ce qui était vêtements, tissus usagés, vêtements troués, la tresse, mais cette association a cessé de fonctionner. Elle était en cessation de paiement en Dordogne. Et donc là, on est à la recherche d'une autre association qui récupérerait, parce que suite au tri des vêtements, il y a toujours des vêtements qu'on ne peut pas reproposer à la vente. Qui peuvent être proposés en déchetterie, non? Oui, alors si vraiment on ne trouve pas ailleurs, on les portera en déchetterie. Voilà. Parce que l'association, ceux qui le récupèrent, les réutiliser pour faire de l'isolation. D'accord. Voilà. Donc il y avait un intérêt. Il y avait un intérêt, de recyclage. C'est ça. J'ajouterais juste au niveau des vêtements que on récupère des vêtements d'adultes comme des vêtements de tous âges, mais c'est surtout des vêtements d'enfants et d'adolescents, je pense, qui manqueraient, parce que les familles qui viennent ont souvent des enfants, petits ou grands. Et là, comment dire, ça passe vite, les enfants grandissent, il faut changer ses garde-robes. Bien sûr. Ok, donc 150 personnes aidées environ. Combien vous avez d'adhérents?
Alors, on a actuellement 22 adhérents Qui payent la cotisation. qui payent une cotisation. Voilà, cotisation Il y a des donateurs en plus ou c'est essentiellement... Oui, alors on fait des dossiers de demande de subvention auprès de différentes municipalités. Donc, la municipalité de Tonneins nous verse une subvention annuelle. L'an dernier, en 2024, on n'a pas eu celle du conseil départemental parce qu'on avait arrêté notre activité pendant un an. Et donc, le temps que l'on reprenne, mais on va redemander cette subvention en 2025. Et comme on a aussi des personnes aidées qui viennent de la commune de Clérac, on demande aussi une subvention à la mairie de Clérac. Voilà. Et en dehors de ces subventions de mairie, est-ce que vous avez des donateurs privés aussi? Non. C'est surtout des adhésions. Non, c'est les quelques adhésions que l'on a. Et ensuite, bien sûr, c'est les participations des familles. Parce que les colis que l'on livre, il y a une participation de famille. Alors, c'est par exemple, pour une personne, un régime classique, c'est 3 € ou 2,50 € si c'est un régime sans viande. Voilà. Et donc, jusqu'à présent, au niveau finance, on a réussi à être à l'équilibre entre les participations financières et, par exemple, et le vestiaire, comme on n'a rien en dépenses. Ça ne vous coûte rien, oui. Voilà, ça ne coûte rien. Et on fait aussi une vente de jouets en décembre. Donc ça aussi, ce sont des jouets de récupération qui servent à abonder les finances de l'association. D'accord. Voilà. Vos frais, c'est essentiellement la banque alimentaire, puis les charges du local. C'est ça, et les charges du local. Et cette année, par exemple, il a fallu participer à la réfection de la toiture, ce qui était une grosse dépense. Mais indispensable, hein, bien sûr, puisque nos locaux abritent non seulement l'entraide, mais également le local des scouts. Et donc, on ne pouvait pas rester dans des locaux avec des petites fuites d'eau récurrentes. Et ça a pu être fait. Oui, ça peut être fait. Oui, au mois d'octobre Très 2024. Bien. Donc, ça demande une bonne gestion. C'est ça, d'être vigilant. D'accord, donc vous avez suffisamment de bénévoles ou vous auriez besoin de bénévoles en plus? Alors on a toujours besoin de bénévoles et notamment de gens qui voudraient bien s'impliquer au niveau du bureau, par exemple, de l'association. Parce que alors, la majorité des bénévoles sont aussi des personnes bénéficiaires. Ah, il y a des bénéficiaires qui sont engagés comme bénévoles. Tout à fait. Bravo, je trouve que c'est ça, c'est intéressant. Oui, et moi je trouve qu'il y a une bonne équipe, avec une bonne entente, et ça soude un groupe. C'est important qu'on ait aussi... Ces personnes bénévoles bénéficiaires, elles nous permettent aussi d'être un relais entre nous, le bureau de l'association, et les familles qui sont aidées. Parce qu'il y a peut-être des messages à faire passer pour répondre à des questions ou à des exigences. Oui, et puis quelquefois, on ne pense pas forcément à certaines choses. Donc, c'est important d'être à l'écoute de différents points de vue. Voilà, donc vous auriez besoin de bénévoles au bureau, c'est-à-dire au secrétariat. C'est ça. D'accord, comme toute association, j'allais dire. Oui. Donc, vous êtes ouvert le vendredi après-midi. Bon, est-ce que vous apportez d'autres aides à ces familles, je sais pas, sur le plan humain, administratif ou d'écoute Est-ce qu'il y a des moments... oui, chaque vendredi, on est vigilant à être disponible. Voilà, disponible. Il y a un café toujours qui est installé, café ou boisson chaude, et souvent ça permet de se poser à certaines familles et d'engager une discussion. Elles ont quelquefois des difficultés administratives, donc ça nous est arrivé d'aider à prendre des rendez-vous sur l'hôpital de Marmande ou des démarches, des papiers, des demandes au niveau des préfectures. Il y a également, en coordination avec une autre entraide protestante, celle de Nérac en l'occurrence, on a fait des prêts à des bénéficiaires de notre entraide à Tonneins qui avaient besoin d'une aide ponctuelle. Donc des prêts à taux zéro, j'imagine. Oui, absolument. Voilà. Donc effectivement, pour vous répondre, Gentiane, il n'y a pas que l'aide alimentaire ou le vestiaire solidaire. Il y a le petit plus, le corollaire, et c'est important que les gens se sentent accueillis et en confiance. Et certains passent un quart d'heure, 20 minutes, prennent le café, le thé, discutent. Et selon les besoins qui se créent, vous essayez de répondre aux besoins humains, quels qu'ils soient. On essaye. Voilà. Parfois, on est en lien avec le CCAS aussi de Tonneins pour se coordonner pour des aides particulières aussi. C'est arrivé déjà.
pour des besoins, oui, vous pouvez solliciter le CCAS de des Tonneins. rendez-vous et pour essayer de faire une aide en coordination avec le CCAS, voir qui fait quoi financièrement, quelles seraient les démarches qu'on pourrait se faire communément ou séparément. Donc, Ok, mais j'imagine que des aides complémentaires au niveau finance ou au niveau prêt, c'est quand même pas le plus... c'est rare. C'est rare. C'est rare. Voilà, c'est C'est plutôt une aide d'écoute et Oui. éventuellement de démarches Absolument. administratives. Voilà, vous parliez d'une bonne ambiance entre les bénévoles, qu'ils soient bénévoles de la structure, bénéficiaires, bénévoles. Hors antenne, vous me parliez d'une charte. Parlez-moi de cette charte. En quoi c'est important qu'il y ait une charte? La charte, c'est un ensemble de règles de bon fonctionnement qu'on fait signer à chaque bénéficiaire pour préserver à la fois l'ambiance et le bon esprit lors des distributions. Il y a entre autres prévenir quand il y a des absences répétées, ce qui peut arriver, rendez-vous médicaux, démarches administratives. On comprend très bien que nos bénéficiaires ne puissent pas être là tous les vendredis. Ce qu'on comprend moins, c'est quand les personnes ne donnent pas de nouvelles pendant 1 mois et demi ou 2 mois. C'est respecter le travail des bénévoles, parce qu'on est tous bénévoles au sein de l'association. En général, ces règles sont respectées, mais on a trouvé moi j'ai repris la charte qui avait été rédigée par mes prédécesseurs. On a trouvé bon que ça soit rappelé, signé bien sûr par chaque bénéficiaire. Il y a également les coordonnées des membres du bureau, donc les personnes ne peuvent pas dire j'ai pas les coordonnées pour vous prévenir, elles ont nos numéros de téléphone. Donc il est bon, je pense, quand on est bénéficiaire d'une association, de savoir qu'il y a un minimum de règles. C'est juste 2 pages format A4 que la personne lit, signe, qu'elle prend chez elle, mais elle a donné son accord de principe au respect de cette charte. Et ça, c'est pour les familles accueillies qui ont, pour être accueillies, fourni un dossier qui est à remplir. Voilà. Par contre, ça vous arrive d'aider pour des cas urgents qui n'ont pas eu... Oui, alors justement, tout à l'heure, Frédéric parlait du CCAS. Donc inversement, le CCAS parfois nous envoie des personnes pour un dépannage en urgence. Et là, pour le coup, ça peut être un colis gratuit qui est fait pour des personnes... on a eu des réfugiés, voilà. Et donc ça, on le fait gratuitement, de manière ponctuelle. Quelquefois, ça nous est arrivé de le faire sur plusieurs semaines en attendant que la situation de la personne s'améliore, se débloque. Et ce que je voudrais redire aussi, tout à l'heure, Frédéric parlait on demande aux personnes qui ne sont pas présentes de prévenir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on aide donc une 50aine de familles, mais on a aussi une liste d'attente. Donc on estime que si les personnes ne viennent pas, c'est sans doute qu'elles n'ont plus besoin, auquel cas, nous, on aimerait bien le savoir pour pouvoir justement inscrire d'autres familles qui sont dans l'attente d'avoir cette aide. Vous avez, en plus de cette 50aine de familles, une liste d'attente de combien? Alors pour l'instant, il y a une 10aine de familles, donc j'inscris au fur et à mesure, et puis au fur et à mesure que des familles ne se présentent plus, bien sûr, je préviens toujours par message, je relance plusieurs fois avant de radier cette famille, et je contacte les familles qui sont dans l'attente. Ça paraît juste. Oui, voilà. Et est-ce que la priorité, c'est par ordre de dossiers transmis, ou est-ce que c'est le nombre d'enfants ou la situation familiale? Non, là, en l'occurrence, c'est la chronologie. Quand les gens se présentent et demandent une inscription, actuellement, on ne peut pas en inscrire d'autres, parce qu'il y a aussi une capacité... Notre désir de ne pas... on s'est limité volontairement à 50 foyers servis et on veut être prudent et ne pas grossir et arriver à 60, 70, voire plus. Ça a déjà été le cas dans les années précédentes pour nos prédécesseurs. On veut pouvoir gérer bien nos 50 familles bénéficiaires et ne pas se trouver dépassé par un afflux de familles trop nombreuses. Oui, parce que j'imagine qu'il vous faut le nombre de bénévoles en rapport, et puis les locaux, et les frigos, et les congélateurs proportionnels à... Ça impacte tout. Voilà, écoutez, on rappelle à nos auditeurs, l'entraide
protestante à Tonneins, c'est avenue Foch. 4 rue du Maréchal Foch. 4 rue du Maréchal Foch, ouvert le vendredi après-midi de 14h à 16h. Pour contacter, pour demander d'être mis sur une liste d'attente éventuelle, qu'est-ce qu'on fait comme numéro ? Écoutez, vous pouvez faire le numéro du président, Monsieur Girard, 06 08 48 56 66, ou le mail suivant, Pasteur Girard, tout attaché en minuscule, 692@gmail.com. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce service que vous rendez à la population de Tonneins et que vous auriez besoin de bénévoles pour vous aider au bureau et que tous peuvent venir au vestiaire. Il n'y a pas de limite et de dossier pour venir chiner, fouiner dans ce vestiaire. Et c'est ainsi que se termine ce numéro de Chrétiens en Action. Merci de l'avoir écouté et à bientôt pour de nouvelles rencontres.